Voilà, donc cette journée sociétaire, c'est une journée pour accueillir une quinzaine d'intervenants, une quinzaine d'agriculteurs qui ont eu une innovation dans leurs produits. Et on peut trouver des personnes qui ont gagné un concours à l'international, un concours national. Et c'est bien de pouvoir les accueillir ici pour promouvoir leur activité, leur innovation. Et cette journée sociétaire du Crédit Agricole, c'est pour donc promouvoir aussi nos valeurs qui sont la responsabilité, la proximité et la solidarité. Je suis spécialisé dans le palmiste rouge que je distribue dans le milieu du B2B en formule prête à l'emploi. Et à côté de ça, je me suis intéressé aux dérivés de la canne à sucre de manière artisanale. Donc je propose pour ce faire du jus de canne pasteurisé, du galabé, du muscovado, du vinaigre de jus de canne ou du sirop de galabé. Ce choix de m'orienter vers les dérivés de la canne vient du fait que je trouve dommage que cette plante emblématique qu'est la canne à sucre à La Réunion soit utilisée que dans le milieu industriel. J'ai voulu faire une application artisanale. C'est le désir d'innover, le désir de changement. Moi je suis comme ça, c'est dans ma nature. Quand les choses ne me plaisent pas, je réfléchis pour essayer de faire bouger. Je réfléchis pour essayer de faire changer. Sur le palmis, ça a été la même chose. Tout le monde disait que le palmis rouge, notre palmis rouge, tout le monde disait que le palmis, il n'est pas commercialisable parce qu'il ne se garde pas au regard de l'oxydation. Moi, j'ai relevé le défi. J'ai travaillé sur le sujet. Aujourd'hui, le palmis rouge se commercialise sous la forme de quatrième gamme, c'est-à-dire en forme prête à l'emploi. Voilà, pour le jus de canne, pour la canne, exactement pareil. Je trouvais ça dommage de voir toujours canne Téréos usine, canne sucre, rhum sucre plutôt. Je me suis dit, il y a sûrement quelque chose à faire dans le domaine de la canne à sucre, dans le domaine sur le plan des dérivés. C'était ma motivation en fait. Alors moi je suis à la base on est producteur de fruits exotiques. On a surtout des agrumes dans les hautes petites îles. Et c'est comme c'est des fruits 100% naturels qui ne sont pas traités. Ils sont intrinsèquement succulents, mais ils ont vraiment une sale gueule. Ils sont vraiment pas beaux. Alors l'idée elle est partie de comment je vais relooker mes fruits pour qu'ils soient vraiment beaux et commercialisables. Et je voulais surtout les immortaliser pour les faire voyager dans le monde entier. Alors, je suis parti en Italie. Je suis allé me former chez les grands maîtres glaciers italiens. Et je suis revenu à La Réunion. J'ai créé un produit. C'est un dessert glacé sous la forme originale du fruit. Ce sera des mini ananas, des mini fruits de la passion, des fruits qui seront miniardisés, 100% naturels. La formulation intérieure, c'est un sorbet du propre fruit, fait avec des épaississants, des stabilisants 100% végétal. On n'a aucun produit industriel à l'intérieur. Et l'objectif, c'était de sublimer nos fruits. C'est-à-dire que le dessert glacé est à 95% au plus près du fruit. La personne, quand elle va mettre le dessert glacé en bouche, déjà, ce sera un dessert avec une formulation particulière où l'on appelle ça une glace chaude, pour pas que ça brûle le palais, déjà, ça c'est très très important, parce qu'on travaille que du sorbet, alors le sorbet c'est quand même que de l'eau dedans et du fruit, et ça c'est assez complexe pour garder l'onctuosité, c'est pour ça qu'on rajoute des fibres naturelles à l'intérieur. Et le dessert, quand on met le dessert en bouche, l'objectif c'est d'atteindre vraiment la réalité du fruit. C'était vraiment de se dire, là je croque un fruit en pleine bouche. Voilà, c'est ça. Alors on essaye d'atteindre cet objectif et on s'en donne réellement les moyens. Là actuellement, je suis incubé à la Technopole Sud. J'ai un laboratoire de recherche en France qui travaille avec moi sur la recherche et développement justement de mon dessert glacé et de l'enveloppe qui va permettre aux gens de pouvoir appréhender le fruit avec les mains, qui va avoir aussi un aspect croquant en bouche. Quand on va croquer dans le fruit, on aura quand même la peau qui va croquer et qui sera cassante à la fois.
Et maintenant, eh bien, écoutez, je peux juste une chose, c'est vous faire goûter mes produits pour que vous puissiez être convaincus de ce que je vous dis, quoi. Voilà. Alors le labyrinthe enchanté, c'est avant tout une exploitation agricole, mais c'est aussi un site touristique qui propose au grand public de la Réunion, mais aussi aux touristes, à tout le monde de venir découvrir l'histoire et la culture du thé, l'histoire du village de Grand Coude, puisqu'il y a eu une belle aventure du thé dans les années passées, dans les années 50 à la Réunion, pas que sur Grand Coude d'ailleurs, Grand Coude, la plaine des Palmistes, les hauteurs de Sainte-Suzanne, etc. On a cultivé du thé au siècle dernier à la Réunion, mais c'est une culture qui a été complètement abandonnée, complètement même tombée dans l'oubli. Donc le but au travers du labyrinthe enchanté là-bas, c'est de donc redécouvrir un petit peu toute cette histoire et les raisons qui ont fait que cette culture a complètement disparu du paysage agricole de la Réunion, mais aussi de relancer la culture du thé. Tant et si bien que depuis 2005, donc ça fait 12 ans cette année, donc 12 ans, le labyrinthe enchanté est non plus ni moins que le seul théiculteur de France. L'unique unité de production et de commercialisation de thé du territoire français. C'est quand même une belle particularité de la Réunion, vous me direz. Alors sur place, c'est, on va dire, 3 hectares aménagés en table de récolte pour la culture du thé, mais c'est aussi un labyrinthe. Le labyrinthe, c'est non plus ni moins également qu'une forêt de théiers. C'est-à-dire que le thé, contrairement à ce qu'on a souvent à l'esprit, et au travers des reportages qu'on voit souvent à la télévision, le thé, ce n'est pas un arbuste. Il est cultivé, maîtrisé en arbuste. Mais un théier, si vous laissez la nature faire, ça peut atteindre plus de 20 mètres de hauteur. Donc le labyrinthe, c'est une forêt de théiers qu'on a aménagé avec plein de petits chemins sous forme de labyrinthe, donc avec un côté ludique des choses pour pouvoir découvrir cette histoire avec des affiches, des panneaux. Lorsque vous viendrez visiter le labyrinthe, vous aurez droit soit à des visites guidées programmées avec nos guides, ou bien soit à des questionnaires jeux et avec des affiches à l'intérieur pour pouvoir justement de cette façon ludique avec les grands, avec les petits, donc amuser tout ce monde, aller récupérer toutes ces informations donc, et découvrir par la même occasion donc cette histoire du thé, de la Réunion et de cette relance de culture. Alors la ruche qui dit oui, c'est un regroupement de producteurs locaux qui peuvent vendre en direct. C'est-à-dire que la ruche fournit une plateforme internet où les gens peuvent commander en ligne, payer en ligne et venir récupérer à un point de livraison toutes les semaines. Alors, ça permet de favoriser le développement de l'économie locale parce qu'on ne travaille qu'avec des producteurs locaux, au maximum bio, en raisonné, etc. mais surtout artisanal et pays. Parce que la responsable de ruche est chargée justement d'assurer la qualité des produits. Quand on va sur le marché ou autre, on ne sait pas forcément d'où viennent les produits, s'ils ont été rachetés, quelle qualité, quel certificat. Là, tout est encadré. Voilà, ça permet aussi de valoriser l'économie locale. C'est respecter la faune et la flore, c'est mélanger tout avec les arbres, associer tous les plantes. La ferme à Avel, elle se trouve au domaine du relais à Petit-Tim, à Napanéléo. Et c'est un lieu où on accueille des houfeurs. On fait des maraîchages, de la distillation, un peu tout, transformation, voilà. Oui, on a eu l'année dernière le trophée agroécologie, le premier prix à La Réunion. C'est le Crédit Agricole qui m'a donné 500 €. Et on a participé aussi national, j'ai eu 3e prix national en agroécologie, voilà. J'ai pas encore le diplôme, le directeur de la chambre doit me remettre le diplôme, j'ai pas eu encore en main. Moi je plante, je vends, j'aime bien les gens, voilà, ils mangent bien dans l'assiette, voilà, c'est tout. C'est ça ma récompense, il fait bien manger. Voilà. En fait, il y a eu 10 ans d'analyse pour vérifier que l'eau de source d'Australine, elle était naturellement potable. Donc ils ont fait des tests sur le long terme pour vérifier qu'au fur et à mesure, elle n'allait pas se contaminer. Une fois qu'il y a eu tous ces critères de potabilité qui ont été acceptés, il y a eu un arrêté préfectoral qui a été donné, donc qui nous permet d'utiliser l'eau pour la conditionner. Donc en fait, Australine met en bouteille de l'eau potable. Donc on a juste une cascade de filtres pour enlever le sable parce que c'est un forage. Donc on puise en profondeur à 200 mètres de profondeur. Donc quand on remonte avec la pompe, on remonte un petit peu de sable. Donc on enlève le sable et on la conditionne. Donc, par contre, c'est le process même de transformation de la bouteille qui est assez important et pour lequel il faut une grosse entreprise pour pouvoir fabriquer, conditionner de l'eau. Voilà. La coccinelle, c'est une biofabrique qui produit les insectes auxiliaires, les bons insectes, contre les ravageurs de culture. Par exemple, on a le gros problématique ici à La Réunion. On a un gros problématique à le rod dessert. On a également un gros problématique de pucerons et aussi de trips. Voilà. Et il y a également le problème cochenille. Et nous, à la biofabrique La Coccinelle, on produit les insectes, les auxiliaires contre ces ravageurs. Par exemple, on a ici Nezisiocoris volucère. C'est une punaise
prédatrices qui vont manger les larves d'aleurone, carrément ici. Il y a les larves aussi. Après, on a également ces parasitoïdes Encarsia formosa et Rhythmocerus eremicus. Eh bien, c'est 2 parasites qui vont parasiter également la larve d'aleurone. C'est-à-dire, ils vont pondre dans la larve d'aleurone et au lieu de sortir un aleurone, ça va sortir un parasite qui vont par la suite parasiter les autres larves d'aleurone. Ben, en fait, le but principal, le but principal de la coccinelle, la biofabrique, c'est que les agriculteurs utilisent le moins possible des produits insecticides. Voilà, parce qu'en fin de compte, voilà, tout le monde le connaît, hein, utiliser les produits insecticides, ben, c'est nocif pour la santé. Notre santé à nous, la santé des agriculteurs eux-mêmes, la santé des consommateurs, et aussi ça protège l'environnement. Donc il y a tout ça qui rentre en ligne de compte. D'ailleurs, avant de mettre un insecte, un auxiliaire en place, ça prend du temps. Minimum, ça prend au moins 3 ans déjà pour faire toute la partie expérimentation, recherche. C'est pas seulement nous. Il y a le CIRAD qui fait une partie, il y a l'armée Flore qui fait une partie également. Il y a toute une batterie de tests qui sont faits pour montrer l'efficacité. Parce qu'on ne produit pas des insectes seulement pour dire qu'on a des insectes. Il faut que les insectes soient efficaces sur le terrain. Ça mange. Parce que les agriculteurs, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent voir l'efficacité. Si on leur dit de ne pas utiliser les produits chimiques, mais il faut que l'alternative qu'on propose, c'est-à-dire les insectes, soit vraiment efficace. Sinon, ça ne sert à rien. En fin de compte, la vanille standard, on s'arrête à avoir de la poudre, de l'extrait. Tout s'arrête là depuis 200 ans, c'est comme ça. Et nous, on a démontré qu'avec la vanille bleue, on peut l'utiliser autrement. On peut utiliser, on a fait le nectar de vanille, qui est un concentré qu'on utilise en nappage à froid. On a fait la pâte de vanille, comme une pâte de coin, une pâte de fruits, démontrer qu'on peut faire des sous-produits qu'on ne pouvait pas faire avec la vanille standard. Donc on peut travailler la vanille autant comme un aromate que comme un fruit. Donc en la mixant, on a une pulpe, un jus, donc on peut faire plein de créations avec. Disons que la vanille bleue, c'est né avec 10 ans de recherche et 7 ans pour avoir le brevet. C'est une démarche d'exception qu'on avait fait il y a depuis 20 ans de cela. Et cette démarche a été reconnue aujourd'hui par des prix d'innovation, mais aussi par un label délivré par l'Académie culinaire comme goût supérieur. C'est un concours à l'aveugle fait par 120 chefs et sommeliers qui détermine si le produit peut être considéré comme produit d'excellence ou pas. Et c'est ça qui fait un petit peu maintenant la fierté de ce produit vanille bleue, qui est maintenant reconnu sur le plan gastronomique. La récompense, c'est la première récompense qu'on a eue sur le plan international pour reconnaître cet esprit d'innovation dans le monde agricole. Bon, d'autant plus que à travers ces genres de reconnaissance, c'est aussi l'image de la Réunion qui réapparaît avec la vanille. Normalement, dans la vanille standard, classique, vanille Bourbon, les chefs, ils écrivent vanille Bourbon, vanille Madagascar, vanille Tahiti. Et la vanille a disparu, la vanille Réunion avait disparu dans les appellations. Tandis qu'avec la vanille bleue, les grands restaurants étoilés affichent vanille bleue Réunion. Donc c'est la Réunion qui est remise en valeur. Donc la fierté, c'est aussi une fierté pour la Réunion en elle-même.